Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur le nouveau plateau télé de l'Arc, en direct du 19e arrondissement à Paris. Vous savez, la vocation de la télévision de l'Arc, c'est vous, copropriétaires, adhérents de l'Arc, le cas échéant, c'est de vous donner un maximum d'informations pour décrypter comment optimiser la gestion de votre copropriété, comment faire mieux, économiser, mieux comprendre. C'est très complexe une copropriété, donc on s'est dit qu'on allait vulgariser les choses et aujourd'hui on va parler d'isolation thermique par l'extérieur, ITE. Et pour défendre ce sujet, je suis en compagnie de 4 experts. Donc tout d'abord Stanko Trifunovic, donc vous êtes responsable de la coopérative technique de l'Arc. Bonjour Stanko. Bonjour. Donc, bonjour. on va laisser nos orateurs se présenter avant d'entamer le sujet. Éric Balech, vous êtes responsable commercial de la société Spebi. En quelques mots, Spebi. Alors, Spebi, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation énergétique. Nous travaillons essentiellement en copro sur Paris, région parisienne et première couronne provinciale. Voilà, 50 ans d'expérience, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 130 collaborateurs. En gros, c'est une entreprise qui s'est mise en ordre de marche pour s'attaquer à des sujets de rénovation énergétique en copropriété. Merci beaucoup. Oussam, vous êtes thermicien. Et donc, pardon, j'ai oublié votre nom, je suis navré. Oussam El Alaoui, donc de la société Energico. Vous êtes thermicien. En quelques mots, votre société et votre compétence. Donc Energico, c'est un bureau d'études qui opère principalement en Île-de-France et en dehors de l'Île-de-France. On fait des audits énergétiques pour l'individuel, pour les maisons et pour les appartements, pour les accompagner dans leur rénovation énergétique. Et aussi pour les copropriétés. On a travaillé pendant plusieurs années avec les copropriétaires pour soit le changement de système de chauffage, soit l'isolation. En tout cas, on fait l'étude pour bien cibler la problématique de la copropriété pour pouvoir agir de la bonne manière. Merci beaucoup. Angela Tandoura, vous êtes architecte d'un cabinet Tiresias. En quelques mots. Le cabinet, il a une dizaine d'années. Nous travaillons exclusivement avec les copropriétés et j'ai fait partie aussi de la compagnie des architectes des copropriétés. On travaille régulièrement avec l'Arc aussi. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui et merci à vous d'être présent. Vous avez un système qui permet de poser des questions. On a déjà beaucoup de questions. On a une petite heure ensemble pour traiter ce sujet épineux et complexe. Mais tout d'abord, pourquoi, Stanko, avoir appelé cette émission l'ITE à tout prix? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop systématique ou dans quel cas ça s'applique? Alors, en tout cas, c'est un sujet qui nous est remonté par nos adhérents, donc dans le cadre de nos échanges avec les adhérents de l'Arc et lors des permanences techniques que l'on fait toutes les semaines. La question de l'isolation thermique par extérieur nous vient presque quotidiennement. Donc on nous pose des questions sur la rénovation énergétique et on confond un peu rénovation énergétique et ITE. Et donc il y a peut-être que c'est véhiculé par les médias, par l'air du temps, je ne sais pas, mais on ne parle que en termes une rénovation, il faut absolument de l'ITE. Alors on va voir certainement aujourd'hui avec les spécialistes que l'ITE, c'est un moyen très efficace d'isoler, mais que ça ne s'applique pas partout, ni dans tous les cas de figure, ni même au sein d'un même bâtiment sur toutes les faces. Donc l'isolation thermique par extérieur, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ça a des conséquences, ça a des contraintes, et voilà. C'est donc ce sujet-là qu'on voulait apporter aux adhérents. Alors, Angela, je vous donne la parole en premier. La mise à jour esthétique et technique d'une façade, c'est bien de ça qu'on parle. Peut-être positionner le sujet, et puis je donnerai la parole à Eric ensuite. Oui, en effet, dans la rénovation énergétique, il y a plusieurs éléments. Forcément, il y a un fil conducteur, que c'est celui de faire des économies d'énergie, ou avec l'isolation des façades, de la toiture, selon les typologies des bâtiments. Mais à côté, c'est une opportunité, c'est une possibilité pour changer l'image du bâtiment, pour améliorer les cadres de vie. Donner de la valeur, peut-être? Absolument, voilà.
Et On a une photo Bondy, d'une opération Ok. Bondy. oui, effectivement, il y a d'autres typologies de grandes lignes des bâtiments. Il y a des bâtiments anciens du 19e siècle. Donc, ça, dans ces cas, l'objectif est plutôt de préserver l'image de l'époque et de la valoriser. Et puis, il y a des bâtiments plus récents, des années 60, 70. Dans ces cas-là, on peut vraiment faire une opération qui permet de rajeunir les bâtiments. Donc, les changements peuvent être plus importants, des changements de couleurs, des changements de matériaux. Et effectivement, l'exemple de Bondy est une copropriété de cette période. Et on a de façon récurrente des opérations des bailleurs qui sont intéressantes parce que vraiment, après travaux, on se rend plus compte si la copropriété est une nouvelle construction ou rénovation. Et donc, voilà ce qu'on a cherché de faire à Bondy. Ça, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé. Oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment un avant-après. Exact. Et c'est à la fois esthétique et énergétique. C'est ça. Les bâtiments sont 5, pratiquement identiques. Et il y a une proposition que nous avons faite. Et après, il y a la solution que les copropriétaires ont choisie. Parce que, disons, les pignons sont très faciles à isoler. Donc, on a proposé de les isoler. Et pour avoir une isolation qui est pérenne, on a proposé un bardage, 13 pas. Ensuite, pour les façades avec les balcons, on a proposé plutôt un ravalement simple. Au final, ce qui a été retenu est que les pignons sont bien isolés, mais les bardages Trespa, comme les prix étaient un peu élevés, a été maintenu seulement sous la gaine de la VMC, donc localisé. Et les façades, avec les ravalements simples, on a gardé la couleur des briques d'origine. Et on a changé la couleur des volets qui était marron. On a choisi une couleur idem, le ravalement, donc clair. C'est quand même un domaine très technique. Hein. Donc, Oui. pour réaliser ce genre de choses, là, si on parle justement de cette question de façade, et ça, c'est votre métier, Eric, chez Spebi, les projets que vous avez à gérer, et puis peut-être positionner le sujet par rapport à cette ITE dont on parle. Alors, je précise qu'il y a l'amélioration architecturale, la requalification architecturale. Donc ça, c'est le job de l'architecte. Après, le job de l'entreprise, c'est d'abord se positionner sur ce projet, se positionner techniquement, se positionner également en termes de budget. Et on parlera de prix. Mais ce que je voulais dire, qui est très important pour les copropriétaires, c'est que en fait, la rénovation énergétique, c'est pas simplement l'ITE. Quand on fait la rénovation énergétique, on règle toutes les problématiques. Et c'est pour ça qu'il y a des audits. Donc les copropriétaires, et je suis moi-même copropriétaire, donc on peut se dire, il y a un tas d'audits qui nous est demandé. Ben pourquoi ? Parce que justement, si on fait de la rénovation énergétique, on va régler toutes les problématiques. L'amiante, le plomb, la structure. Il faut savoir qu'il y a des balcons qui ont besoin d'avoir des renforts. Le plomb sur les garde-corps, la mise aux normes des garde-corps. Les garde-corps, par exemple, c'est 1,01 m. Donc, en fait, c'est tout ça qui est revu et on revoit à neuf, contrairement à un ravalement classique où finalement... C'est un lifting. On fait un lifting, exactement. Là, on refait... On a une photo de l'opération à Fontenay où on voit notamment le confort d'été amélioré. Alors, il y a le confort d'été également. Et en fait, il y a tout. C'est quoi ça, le confort d'été ? En fait, quand on parle de rénovation énergétique, alors je ne sais pas si on voit les photos du chantier. Ouais. En fait, dans la rénovation énergétique, on règle toutes ces problématiques, toutes les pathologies du bâtiment. Donc, charge à nous de nous en occuper. Et c'est vrai qu'on parle d'isolation thermique, mais on ne parle pas de confort d'été. Or, qu'est-ce qui nous attend demain tous ? Et déjà, on en a vu quelques exemples, c'est les canicules. Et ça va être de plus en plus important. Alors, la rénovation énergétique avec la laine de roche, ça vous permet de réduire l'impact du chaud. Mais il y a, et on a fait des essais, en fait, le produit le plus performant, c'est l'isolant bois, qui vous préserve du chaud, vous préserve du froid et du chaud.
voilà, on a une réalisation à Fontenay, c'était la plus grosse sur laquelle SPEBI a eu un trophée à l'Agence parisienne pour le climat. C'était la première grosse réalisation qu'on avait effectuée. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est-à-dire que, en fait, c'est pas simplement prendre un isolant à la place d'un autre. Il y a quand même une approche différente. Par exemple, le bois est imponçable. Donc, il faut des équipes qui sachent parfaitement aligner les panneaux. Pour la découpe, il faut des scies particulières. C'est pas du bois, c'est du bois. C'est de la laine de bois. C'est de la laine, C'est oui. de la laine de bois. C'est un dérivé du bois. C'est de la laine de bois. Ok. Et donc, à la découpe, et il y a énormément de découpes sur les fenêtres, les menuiseries, il y a énormément de découpes à faire. Et on utilise ce qu'on appelle une scie sabre. On veut dire, quand on dit sabre, ça veut dire que c'est vraiment très difficile à découper. Mais en tout cas, voilà, la rénovation énergétique vous améliore aussi ce confort d'été. Et en période de canicule, voilà, ça vous protège toute la journée. On a une photo d'une opération à Chilly-Mazarin où on voit notamment les volets roulants, qui sont aussi un point très important pour... Les volets. Chilly-Mazarin. Chilly-Mazarin, alors c'est pareil, les volets c'est un sujet clivant, mais ça c'est la copropriété qui décide. Est-ce qu'on change les volets? Est-ce qu'on profite de cette rénovation énergétique pour changer les volets ou pas? Ça c'est l'éternel sujet, les débats. Ce qui est sûr, c'est que si on isole les tableaux des fenêtres, tout ce qui est persienne, qui se rabat comme ça à l'horizontale, on est obligé de les enlever. À ce moment-là, se pose la question, pour une unité du bâtiment, que chacun, et c'est ce qui a été fait à Chilly-Mazarin, donc la copropriété a décidé que tout le monde aurait des volets roulants. Donc ça, c'est le client qui décide, c'est l'architecte qui propose et c'est le client qui décide. Sauf que s'il y a quand même un impact sur le coût et la durée des travaux. Oui, il y a un impact c'est très sur profond. Le coût, mais là, on parle de résidences qui ont 30-40 ans. Donc, de toute façon, ceux qui n'ont pas changé leur volet, ils ont quand même un sujet. Mais, j'attendais la question, et celui qui vient de changer ses volets, donc je me fais aussi l'intervieweur. Oui. Alors, celui qui a déjà changé ses volets, il dit, mais moi, je ne veux pas. J'ai déjà investi dans des volets tout J'ai neufs. déjà investi, ça coûte une certaine somme, je ne veux pas repayer des volets des voisins. Alors, il y a des solutions pour que ces personnes-là, et c'est aussi valable pour les storeban, puissent conserver les volets et les stores existants. On a des solutions, et c'est pour ça, c'est peut-être pas le sujet, mais que nous, SPEBI, en fait, maintenant, on propose un mémoire technique de choses que l'on a vues, notamment des volets qui sont déjà installés, et que si Monsieur Martin veut garder son volet, si Monsieur Dupont veut garder son store, il y a des solutions et on pour en adapter. parle avec, voilà, exactement, et on en parle. Oussam, le point de vue du thermicien, les avantages de votre point de vue. Oui, donc l'ITE a beaucoup d'avantages. Le premier avantage que tout le monde nous demande, c'est le gain énergétique. L'ITE représente, les déperditions par les murs représentent en général aux alentours de 25% à 30%. Donc automatiquement, quand on fait une isolation, surtout par l'extérieur, donc on arrive à réduire énormément ces déperditions. Donc ça permet de gagner, de faire des économies d'énergie. Ça permet, qui dit économie d'énergie, dit réduction de facture énergétique. Qui dit réduction de facture énergétique, dit diminution des émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que l'émission de gaz à effet de serre, elle est reliée directement avec les consommations énergétiques et impacte directement les DPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une émission de gaz à effet de serre, ce qui est assez élevé, même si notre consommation énergétique elle est basse, donc on peut être dans une classe énergétique qui est... Pénalisante quand même. Exactement. On a une photo de pont thermique pour illustrer... Exactement. Donc le premier point, c'est les économies d'énergie. Deuxième point, ça permet, surtout l'ITE, on parle maintenant de l'ITE, donc ça permet... Juste en cause, c'est quoi un pont thermique? Un pont thermique, c'est lorsque vous avez une paroi donc qui entre une partie extérieure non chauffée et une partie chauffée, donc l'intérieur, et que par exemple vous isolez cette paroi par l'intérieur, vous allez traiter la surface générale, mais par contre l'endroit où le plancher ou même les murs horizontaux, verticaux, les murs de refend, mais
Le cas typique, c'est le plancher. L'endroit où le plancher touche la paroi, là, il n'y a pas d'isolant, puisque c'est par l'intérieur. Et donc la chaleur... C'est ce qu'on appelle la... Et alors en fait, c'est un principe de physique, c'est pas le froid qui rentre, c'est la chaleur qui s'en va. Donc l'air chaud des appartements chauffe la dalle, et la dalle elle est en contact avec le mur, et il y a une continuité, et à l'extérieur ça sort. C'est ce qu'on voit sur le petit schéma de gauche de la planche. Et puis cela, donc quand Oussam, tu prends des photos thermographiques, ben ça se voit. Ça... Exactement. Par exemple, cette photo qu'on a prise, mais on aimerait bien préciser que les caméras thermiques, on ne peut pas les utiliser tout le temps, c'est uniquement dans la période de chauffe. Par exemple, cette photo a été prise en décembre, c'est en pleine période de chauffe, donc on voit clairement les ponts thermiques, c'est les lignes horizontales qu'on voit au-dessus des fenêtres. Là, c'est le plancher intermédiaire, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un pont thermique. On voit aussi dans les contours des fenêtres, et on voit aussi dans les parties des balcons. Donc on voit des ponts thermiques au niveau des balcons. Donc l'ITE, automatiquement... L'ITE va couvrir en fait ces lignes, au moins les lignes horizontales. Exactement. Donc quand on fait de l'ITE, on limite les ponts thermiques causés par les planchers intermédiaires. Donc, et on arrive à avoir une continuité de l'isolant, c'est-à-dire l'isolant il n'est pas interrompu entre l'étage et l'étage, on a une continuité de l'isolant, ça veut dire qu'on a moins de chaleur qui s'échappe par les parois des murs. Par opposition à l'isolation thermique par l'intérieur, quelque part, parce que par l'intérieur, vous pouvez traiter que le mur qui est chez vous. Exactement. En gros, changer la fenêtre, Exactement. Ça marche dans les deux sens. C'est ça. Mais donc, quelque part, avec une isolation par l'intérieur et par l'extérieur, on prend le problème en sandwich. C'est ça. Dire, ça se fait, ça? Alors attention, parce que y a un phénomène qui s'appelle le point de rosée qui se passe à l'intérieur du mur. Et donc, c'est très délicat d'isoler des deux côtés, parce qu'on va déplacer le point de rosée. S'il est trop du côté intérieur, ça va créer des points de condensation ou d'humidité. Et donc, normalement, il y a des calculs que Oussam saura faire mieux que moi. Enfin, moi, je ne sais pas du tout les faire. Mais, par exemple, en Grande-Bretagne, où ce genre de problématique est traité depuis longtemps, on considère qu'il y a, empiriquement, on dit l'extérieur 2 tiers et intérieur 1 tiers. Okay. Un ratio de 2 tiers d'isolant dehors et 1 tiers à l'intérieur. Mais ça se fait. Ça peut se faire, mais à ce moment-là, il faut vraiment faire attention. Voilà, faire attention. Et puis ça fait qu'aussi il y a les contraintes de l'isolation thermique par intérieur aussi, c'est-à-dire perte d'espace, les aménagements, les moulures. Si on met un isolant à l'intérieur, ça grignote quelques centimètres. Tout à fait. Mais ça change la surface. Exactement. Et puis les aménagements. Donc si vous avez des réseaux électriques, des prises, des choses comme ça, il faut les déplacer. Si vous avez une plainte, il faut la déplacer. Dans les bâtiments anciens, si vous avez des moulures, il faut les reconstituer. Donc ça peut être vite assez... Et en plus, il y a des travaux invasifs. C'est-à-dire que l'ITE, c'est par l'extérieur, il y a un échafaudage et on ne rentre jamais chez les gens, ou presque jamais. L'ITI, on a un chantier chez soi, dans son salon, dans sa chambre. C'est moins glamour, on va dire. Oui. Et alors, côté réglementation, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, surtout depuis la loi Climat et Résilience, et donc cette année charnière de 2021, on a récupéré des règles qui venaient déjà depuis 2017, qui obligeaient à faire ce qu'on appelle les travaux embarqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un ravalement d'ampleur, c'est-à-dire pas simplement nettoyer, mais dès qu'on touche à l'enduit ou qu'on répare un vrai ravalement, on est obligé d'envisager de faire une isolation thermique par l'extérieur. Alors je rassure tout le monde, c'est quelque chose, c'est un principe, mais il y a énormément de dérogations, parce qu'après il y a le principe de la réalité, et les dérogations, elles peuvent aller de raisons techniques, tout simplement. Par exemple, un mur qui n'est pas assez solide, par exemple en pan de bois sur lequel on ne peut pas accrocher de l'isolation thermique par extérieur, de fait qu'il faut respecter la perspirance des murs, c'est-à-dire la capacité des murs à respirer et à exuder l'humidité, donc ne pas la bloquer. Ça, c'est les murs anciens en général.
Aussi des dérogations de type quand vous avez les architectes des bâtiments de France qui vous font un blocage, je pense que Angela Tondura pourra en reparler là-dessus, c'est un vrai sujet. Des dérogations aussi lorsque l'ITE, et là ça rejoint un peu le titre de cette émission, lorsqu'il y a une trop grosse disproportion entre le prix de l'ITE et le résultat. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est... Simple retour sur investissement. Retour sur investissement. Sur combien d'années? Avant 2021, on disait que c'était 10 ans, avec une formule à faire calculer par un thermicien très compliquée. Moi, j'ai jamais réussi à la faire. Mais aujourd'hui, depuis 2021, dans la loi, il n'y a plus cette formule, mais il y a juste le principe qui reste. Quand c'est trop disproportionné, voilà. Donc ça aussi... On considère que tout ce qui est façade en matériaux artisanaux ne peut pas être recouvert d'ITE. Donc la pierre, la brique. La brique ancienne. Quand il y a des sculptures ou ce genre de choses. Oui, alors là, c'est des dérogations à titre patrimonial. Vous avez par exemple un bâtiment art déco, alors c'est en béton, c'est une passoire thermique. Mais il y a des petits dessins, il y a des frises, des bas-reliefs, etc. Ben, évidemment que, et ça c'est normalement les architectes de bâtiments de France, ils vont vous empêcher. Et puis il y a une autre, avant que j'oublie, une autre dérogation, tout simplement lorsque votre façade elle a plus de 50% de parties vitrées. Et ça arrive souvent sur certaines façades des bâtiments des années 60, 70, où vous avez des grandes coursives avec des grandes fenêtres ou portes-fenêtres très généreuses, tournées généralement vers l'ouest ou vers le sud. Et là, donc, on considère que les petits trumeaux, les petits morceaux de façade qui restent sont insignifiants. Et c'est surtout le changement des vitrages qui va jouer. Oui. Et voilà. Donc, il y a cette obligation de faire des travaux, d'envisager des travaux de façade d'ITE, mais il y a beaucoup de dérogations. Donc souvent, lorsque les adhérents nous remontent ce sujet, ils rencontrent, quand je leur explique un peu que quand je regarde leur copro, je vois sur Google, on regarde des images ensemble, etc. Je leur dis, écoutez, là, sur ce type immeuble haussmannien, on ne va pas faire d'ITE, pour des raisons que généralement, après, on arrive à faire passer. Voilà, donc l'ITE, c'est un acte aussi qui est lié à d'autres actes. Donc quand on parle de réglementation et de travaux embarqués, c'est pas que sur les façades, c'est aussi par exemple quand on remplace une toiture, il faut aussi envisager de l'isoler, par exemple. Alors Eric, si on parle de prix et de retour sur investissement. Alors déjà, on se dit le retour sur investissement, il est calculé sur la base des dépenses que l'on a faites. En réalité, il ne faut pas s'arrêter là parce que dès lors que le copropriétaire a payé, a fait son ravalement, ce qui coûte à peu près 25-30 000 euros par lot, en gros, suivant le type de travaux, en réalité, tout de suite, le bien, il vaut cette somme en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je le redis parce que nous sommes entreprise et on doit suivre les recommandations de l'architecte qui a lu dans les détails les différents audits qu'il a reçus. On a réglé, une fois qu'on a fait la rénovation énergétique, on a réglé toutes les pathologies. La toiture, les problèmes de fissuration, je répète, le plomb, l'amiante, les problèmes de ventile. Excusez-moi, on peut passer une image d'un immeuble dans le 19e à Paris, où justement on voit une certaine complexité. Alors là, c'est pas le 19e, c'est Clé-sous-Bois. On va la trouver. Pardon, c'est Clé-sous-Bois. Clé-sous-Bois. Ah, c'est Clé-sous-Bois. Non, on peut mettre Clé-sous-Bois parce que ça, oui. C'est typique. Alors ça, Clé-sous-Bois, l'immeuble que vous voyez, la résidence, en fait, c'était des logements pour les militaires. Donc, à la dure, il n'y avait pas du tout de ventilation. Il n'y avait pas du tout d'isolation. Donc les ventilations, c'est on ouvre les fenêtres. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont racheté ces logements. C'est principalement des anciens militaires qui ont racheté leur logement de fonction. Et en fait, là, on a tout fait.
C'est-à-dire, on a créé l'isolation, on a créé le problème de plomb, et donc c'était une coquille, en de fait. l'amiante, mais tout a été refait. C'est plus du tout. D'ailleurs, on voit un avant-après en termes d'esthétique, mais en termes de sécurité aussi, parce que quand vous avez de l'amiante et que ça commence à s'effriter de partout, on règle ce problème-là. Donc, sur la notion du prix, en gros, une rénovation énergétique coûte pour un copropriétaire entre 25 et 30 000 euros, suivant le type de travaux. Sachant qu'il y a la moitié qui sera aidée, en gros, suivant les situations de chacun. Si vous faites un ravalement classique, en fait, vous allez payer à peu près 10 000 euros Par copro. Par copropriétaire, En moyenne. Par lot, en moyenne, suivant le type de travaux. Mais en gros, c'est ça, entre 8 et 10. Et il n'y a pas d'aide. Donc, si on va entre 25 et 30, divisé par 2, si on enlève les aides, on est à peu près à 14 000 euros, au lieu de 10 000, 8-10 000 si on fait un ravalement. En tout cas, ravalement égale se poser la question de l'isolation, de la partie thermique, obligatoirement. En réalité, on se doit, alors depuis quelques années, les architectes nous demandent les deux options, ravalement, pour que justement les copropriétaires puissent savoir clairement la différence entre le ravalement et l'isolation thermique pour leur résidence. On a une image aussi de Sainte-Geneviève-des-Bois où on voit aussi un programme assez complexe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Alors, Sainte-Geneviève-des-Bois, gros projet. Donc là, voilà, typiquement, modification des garde-corps. Isolation thermique, ça c'est classique en laine de roche. Vêture, alors vêture, c'est comme du bardage. C'est une technique de bardage, mais sans ossature. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si on a un mémoire technique, pour le coup, nous, l'entreprise, on se doit de présenter ce que c'est que la vêture et comment on le travaille. Modification des garde-corps, ils étaient plombés, bien évidemment, on doit les changer. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un ravalement. En réalité, on ne change pas les garde-corps. On déplombe, on replombe. On déplombe et on repeint. Plombé, ça veut dire c'est du plomb. plomb. C'est le plomb qu'il y a dans les garde-corps. Ok. Et puis le sel, système d'étanchéité liquide, ça c'est un revêtement spécial avec une garantie décennale sur les balcons. Et alors, je peux faire une petite parenthèse Bien sur sûr. les balcons. Sur le sel, si on veut faire des économies, je donne un petit conseil aux adhérents de l'ARC. Souvent, on se dit, finalement, on va mettre, pour faire des économies, on va voter du sel uniquement pour le dernier étage, puisque finalement, c'est que lui qui est exposé. C'est pas idiot. Et disons, on va mettre des peintures de sol classiques sur les étages du dessous, puisqu'ils sont abrités. Sauf que, maintenant, alors surtout depuis le Covid, il y a des plantes. Les copropriétaires mettent des plantes partout. Et si vous n'avez pas un sel, c'est une catastrophe. Ça fait une présence d'humidité. D'humidité, ça déborde et ça arrive chez le voisin du dessous et puis ça abîme la façade et puis vous perdez. Donc voilà, petit conseil, le sel, on le vote à tous les étages. On parle de Alors j'ai une question là de Catherine Maison-Alfort. Il y a plein de questions, je ne sais pas si on aura le temps de tout répondre. Je remarque que certaines façades vieillissent mal, qui ont été faites en ITE. A-t-on du recul sur la tenue dans le temps, en lien avec cette question du prix, du retour sur investissement ? Ça dépend, je suppose, des matériaux, de la manière dont ils sont appliqués, etc. Là, ça peut être n'importe qui qui répond. Quelle année ? Il le précise ou pas ? J'ai pas l'info, mais voilà, certaines. Notre copropriété, un petit immeuble relativement sain avec une ITE. Je crains que les murs ne respirent plus, même avec une ventilation. Bon, là, il y a beaucoup de questions dans la question, mais est-ce qu'on a du recul sur les matériaux qui sont utilisés ? Puis là, ça peut être Angela aussi, comme ça on ventile un petit peu. C'est qu'à le dire, ouais. Non, la réglementation, elle a changé. En fait, nous, souvent, on reprend des vieux ITE
Parce que ça, c'est aussi un sujet. Il y a des gens il y a des copros qui ont isolé, mais à l'époque, je parle il y a 20-30 ans, on isolait 8 cm. Mais il n'y avait pas un tel cahier des charges qu'il y a maintenant, à savoir, on met de l'anti-mousse sur la façade existante. La techno a évolué. La techno, ouais, elle a énormément évolué. Donc aujourd'hui, c'est quand même sécure, c'est quand même une construction sur la construction. Mais c'est vrai que ce qui a été fait il y a 30, 20 ans, enfin avant les années 2010, c'est quand même, voilà, c'était beaucoup moins réglementé. Voilà. Et on le voit, nous. Votre point de vue là-dessus? Oui, absolument. Après, il faut voir aussi la typologie d'intervention parce qu'à l'ITE, on peut avoir une finition enduit, que c'est la moins chère, la plus courante, qui a une durée de vie, que c'est la durée de vie d'une peinture. Ou sinon, on peut utiliser des bardages. Et dans ces cas, l'investissement est plus important, mais c'est sûr que dans les temps, il résiste beaucoup mieux. Moi, j'en profite pour prendre une deuxième question, mais après, on reprendra le fil de notre... Sur ce point-là, oui. Je vous coupe. La preuve que ça pose un problème, la façon dont ça s'était posé à l'époque, pour répondre à l'auditrice, c'est qu'on avait avant un système qui s'appelait les rénovations éthiques. Alors, Stanko, ça doit lui parler. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire qu'on disait, bon, on avait 4-6 cm, eh ben, on va rajouter un isolant, on va en mettre 10. Comme ça, 4 plus 10, ça fait 14, on est bien. Et donc ça, c'était sous garantie décennale. Et je ne sais pas si vous avez connu ce système-là, mais en fin de compte, ça fait 10 ans que ça... À peu près 10 ans, 5-10 ans, on ne le fait plus. Parce qu'en fait, on vient se fixer sur un isolant qui est mal fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Et mal isolé, mal aéré. C'est pour répondre à l'auditrice. En résumé, il y a une évolution de la technique, des pratiques, des normes et des exigences qui fait que... 10 ans, c'est quand même sérieux. Ouais, okay. Ça s'applique aussi aux fenêtres, aux menuiseries. Les premiers doubles vitrages, ils n'avaient même pas de gaz particulier entre les deux plaques de verre. De l'air. C'était de l'air. Et aujourd'hui, on a des gaz qui sont encore plus isolants et même le contour du verre est beaucoup plus de meilleure qualité, et donc le cadre et tout est pris en compte, quoi. Et avant, on comptait que les capacités isolantes pratiquement du verre, du panneau en verre et pas du cadre. Donc ça a beaucoup évolué. Donc si vous avez des fenêtres des années 90, il faut considérer, même si elles sont en double vitrage, il faut savoir qu'il faudrait les changer idéalement, quoi. Le thermicien confirme l'évolution technique, justement, comment vous... Justement, moi, j'aimerais revenir par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est le temps de retour sur investissement. Beaucoup maintenant de copropriétaires, ils cherchent à avoir le moindre coût. Et en cherchant ce coût de travaux qui est le minimum possible, ils choisissent des matériaux qui ne sont pas performants ou qui ne sont pas adaptés. Par exemple, mettre un isolant polystyrène sur une façade très, très ancienne, pierre de taille, ça va faire que aggraver les choses et avoir d'autres problèmes où on va payer beaucoup plus cher pour remédier aux problèmes. Donc c'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on a des gens qui viennent nous consulter pour nous dire oui, je veux faire un audit pour mettre de l'isolant, oui, mais pourquoi? C'est quoi votre besoin? Comment vous savez qu'il faut changer, qu'il faut mettre de l'isolation et ne pas agir sur la ventilation ou agir sur le système de chauffage? Par exemple, si on est à Paris, on a une seule façade qui donne sur l'extérieur, on est mitoyen à gauche et mitoyen à droite, et on voit que la façade par l'extérieur, c'est très compliqué de le faire. D'ailleurs, sur Paris, c'est très rare qu'on peut faire l'ITE. Donc, on fait l'audit. Et on met le point on met le doigt sur ce qu'il faut réellement faire. Parce que souvent, on a des chaudières gaz individuelles, il y a de la ventilation par grille haute et basse. Donc, ce qui consomme de l'énergie, clairement, c'est la ventilation, les grilles qui sont ouvertes en permanence. Donc, à ce moment-là, si on n'a plus de chaudière gaz, il faut adapter le système de ventilation au nouveau système qui est. Sinon, s'il y a toujours les chaudières à gaz, il faut voir sur quoi on peut agir efficacement.
Est-ce qu'il y a des exemples, bon alors on n'a pas un recul énorme parce que les choses ont bien évolué, mais est-ce qu'on a des exemples ou des cas typiques d'ITE qui ont provoqué des problèmes et ça veut dire quoi? Ça touche à la structure parce que ça crée de la condensation ou il y a déjà un recul par rapport à ça? Oui, il y a des évolutions qui se basent aussi sur le retour d'expérience, ça c'est sûr. Donc un point qui a été fait remonter il y a déjà plus un certain temps, 20 ans d'années au moins, c'est l'effet qu'une ventilation mécanique est indispensable au moment qu'on isole les façades. Donc on isole, donc les façades sont plus étanches. À ce point-là, on ne peut pas garder une ventilation naturelle, un ancien système de ventilation mécanique. Il faut faire une mise à jour pour qu'elle soit plus performante. Donc ça, déjà, c'est un problème. Ça arrive que les copropriétaires soient un peu réticentes parce qu'ils ne voient pas facilement... On ne voit pas le lien, peut-être. Les liens, ils ne voient pas l'utilité de ces travaux. C'est des travaux qui concernent les parties privatives. Donc c'est ça un peu envahi. Et donc il y a un frein. Mais nous, les professionnels, nous n'acceptons pas de faire une isolation sans revoir la ventilation. Encore plus compliqué pour les bâtiments anciens. Parce que les bâtiments plus récents, ils ont souvent déjà un système de ventilation qu'il faut remplacer, améliorer. Mais les bâtiments anciens, parfois, c'est de la ventilation naturelle et l'obstacle, souvent, est de créer des conduits qui vont de chaque appartement jusqu'à la toiture. Est-ce que les conduits existants... C'est une sacrée complexité, quand même. Oui, certains conduits sont existants. Donc, il y a des audits qui permettent de voir quel appartement, disons, a déjà son conduit qu'on peut exploiter. Et là où il faut effectivement les reconstruire, les créer, faire une vraie réflexion. Donc, c'est plus compliqué pour les bâtiments anciens. Si je comprends bien, l'ITE, c'est une vision très néophyte, mais c'est comme une coquille. Donc il faut faire attention de ne pas accumuler l'humidité à l'intérieur de la coquille. C'est comme un manteau, mais intérêt que quand on porte le manteau, qu'il soit sec avant de le porter. Par rapport au retour d'expérience, nous à l'ARC, on reçoit des doléances des adhérents et donc parfois on a des... C'est pas tant la pose en soi d'anciennes ITE qui cause problème, même si ça doit exister. On voit souvent c'est des problèmes au niveau des détails de finition. Donc tout ce qui est cadre de fenêtre, etc. Jonction entre partie verticale et horizontale. Et aussi création de ponts thermiques involontairement parce que dans le retour des fenêtres, on n'a pas traité avec d'isolation. Donc quand vous avez une fenêtre, l'isolation elle fait 14 ou 16 cm, vous n'allez pas faire 15 ou 16 cm de chaque côté, sinon votre fenêtre devient une meurtrière. Donc on utilise des mousses assez compactes, par exemple la mousse résolique, qui fait 3 cm, pour mettre de chaque côté, qui permet de ne pas avoir à changer la fenêtre ou maintenir le même type de menuiserie et de couper le pont thermique. Et c'est un moindre mal, mais c'est efficace. Et donc, il y a eu des chantiers où pour diverses raisons, ça n'a pas été fait. Et du coup, du côté intérieur, quand vous touchez le mur, une partie courante, c'est normal. Et puis quand vous approchez de la fenêtre, il est froid et donc il y a de la condensation qui se crée et donc de la moisissure, etc. Et du coup, toute la globalité du travail d'ITE a servi à rien en fait. Alors, pour moi, il n'est pas complet. Il est incomplet et donc ça met tout en jeu et tout le travail qui a été fait, tous les efforts, tout l'argent qui a été payé pour un acte, somme toute, assez simple, impacte fortement. C'est combien de temps, enfin, j'en profite d'avoir l'idée de la question, mais ça prend combien de temps une ITE classique? Est-ce que ça existe d'abord une ITE classique? J'ai l'impression que ça dépend quand même énormément des cas, mais un immeuble qui est éligible, ça prend combien de temps? C'est 6 mois, 1 an de travaux, je veux dire, d'échafaudage? Tout dépend de quoi nous parlons. Bon, c'est peut-être une question trop large. Oui, c'est une question trop large. En fait, je reviens sur l'idée du mémoire technique. Suivant le type de travaux qu'on a à faire, on va mettre, et suivant le nombre d'immeubles, suivant aussi la complexité à échafauder. Parce qu'il y a... Mais c'est des mois, en tout cas. C'est plusieurs. Oui. Allez, on va dire un R+4,
entre 6 mois et 1 an. C'est ça. Non, mais c'est pour... Et un plus 4 et plus 5. Entre 6 mois et 1 an, suivant qu'on change les garde-corps, qu'on ne les change pas, il y a de l'amiante, il n'y en a pas, il y a énormément de sujets. Hein. Là, Il faut savoir que quand on parle de surcoût, entre un ravalement classique et un ravalement avec ITE, c'est beaucoup la main-d'œuvre en fait. Parce que les isolants en soi, ils ne sont pas très chers. Hein. De la laine de roche, c'est pas très cher au mètre carré. C'est surtout le temps. Cette minutie, en fait, qui est nécessaire. Et le temps. On va avoir le même échafaudage que pour un ravalement simple. Ah oui. Mais par contre, c'est la main-d'œuvre qui va coûter. Et puis les détails, l'attention aux détails. La scie sabre, voilà. La scie sabre, c'est pour le bois. Mais on disait c'est du simple au double en termes de prix. En fait, c'est du simple au double également en termes de temps. Voilà. Si c'est la main-d'œuvre, il y a un lien direct avec le temps de travail. Oui. Et c'est normal, il y a quand même beaucoup plus de boulot. J'ai une question, Christine de Paris 29 lots, elle parlait du lien, nécessite ou pas de faire installer une VMC si ITE, a priori c'est quasi systématique. Ah oui. Alors faire installer ou améliorer ou rendre plus performant. Mais alors justement, on peut peut-être rappeler quand même, pensez-vous que l'ITE soit pertinente pour des immeubles de 1938-1940 avec façade lisse et quelques balcons? Donc il y a vraiment une règle entre le matériau, brique ancienne, pierre, une valeur historique et esthétique. On se dit que l'ITE, ça ne marche pas. Oui, en fait, il y a juste une chose, c'est que alors c'est les ABF qui décident si on... Bâtiments de France. Voilà, les architectes des bâtiments de France qui valident ou pas l'idée que l'on fasse un ITE ou pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est sur la pierre de taille, en région parisienne, ça c'est sûr, vous ne serez pas isolé. Possible. Ouais. On ne retouchera pas à la pierre de taille. On va la retravailler, mais on ne va pas isoler la pierre de taille. Après, il y a des sujets, il y a des astuces. On a une photo 75-19 Paris, donc dans le 19e. On voit justement une façade qui ressemble fort à celle qui est évoquée par l'auditrice. C'est de la brique récente. Oui, et Alors, c'est fait par Spiebi également. Voilà. Alors la brique, c'est sûr de la brique. Ancien. Dont les architectes bâtiments de France ont dit OK, on veut bien que vous fassiez de l'isolation thermique. Par contre, on veut revoir de la brique, de la vraie brique. Ouais, j'allais dire, ce serait dommage quand même. C'est joli. Voilà. C'est moins typique qu'une façade blanche quand même. C'est les goûts et les couleurs. Ça, c'est. Je discute pas de ça, mais Et comment vous faites alors? Et ben là, par exemple, ce qui a été fait pour reproduire la brique, donc on fait de la plaquette de paremont. Ok, donc c'est comme on fait dans l'intérieur. Donc isolation classique, mais au lieu de mettre un revêtement RPE, revêtement de plastique épais classique que l'on met partout, et bien là, on met une colle avec des plaquettes de paremont. De l'esthétique. Vous Voilà. simulez l'esthétique de ce qu'il y a en dessous. C'est même des briques en fait. Ce sont c'est des vraies morceaux, des petits morceaux de briques épais comme ça. Donc vous touchez, vous avez vraiment l'impression que l'immeuble est en briques. Donc vous reconstituez l'esthétique du bâtiment. Complètement, on reproduit. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Et les modèles nature également servent aussi à ça pour reproduire des effets qu'on a dû, des décos qu'on a dû faire disparaître. Alors les mots des natures, pour nos adhérents, c'est toutes les décorations, les bandeaux, les petites gorges, les petites corniches. Donc tout ça, on met dans le mot générique mot des natures. Juste le point de vue de l'architecte sur cette question de l'esthétique, de l'historique, de la valeur. Parce que je pense que les copropriétaires sont attachés tout autant à leur porte-monnaie, on va dire, qu'à l'agrément de vie, la valeur, l'environnement. Donc l'esthétique du bâtiment me paraît quand même super importante. Oui, il faut dire que surtout à Paris, mais même en région parisienne, tout ça est protégé justement par cet organisme qui sont les architectes des bâtiments de France, qui sont très stricts. Ils ont l'objectif de protéger tous les patrimoines jusqu'au mode en nature, jusqu'aux couleurs. Et donc, il y a, disons, un accord, un point de rencontre à trouver entre les exigences de la rénovation énergétique et la volonté quand même de préserver les patrimoines. C'est un vrai débat et les réponses sont des cas par cas. Donc, on ne peut pas généraliser. Et parfois, on se trouve dans des contextes un peu dans lesquels on fait des expériments
C'est-à-dire qu'on met en avant de nouveaux matériaux comme les plaquettes qui ont été décrites, comme des nouveaux matériaux pour chercher de répondre aux Justement, on a une photo d'une opération à Boulogne-Billancourt avec de l'aérogel. Oui. Alors, l'aérogel, c'est la dernière génération de correcteurs thermiques. Disons qu'au début, les architectes des bâtiments de France, ils mettent en avant les correcteurs thermiques, en général les plus classiques, les chauds chanvre. Pour les bâtiments anciens, c'est ce qu'ils préconisent à tout prix. Même si la façade n'est pas visible, si c'est sur cours, ils souhaitent vraiment que ces matériaux soient préservés parce qu'effectivement, les correcteurs thermiques, en général, ils ont une performance inférieure au système d'ITE classique. Oui, c'est pas considéré une ITE. Alors, correcteur thermique par rapport à ITE, c'est quoi C'est deux matériaux différents, deux techniques différentes. Il y a dans les deux cas une matière qui est liante et des fibres d'éléments naturels, qui peut être du bois ou du chanvre. Mais voilà. Et liège. Et simplement, les proportions sont différentes parce qu'un correcteur thermique, il a beaucoup de liens et un panneau, il a beaucoup de fibres. Et donc, le panneau est plus performant. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit la façon de la pose. Parce que le correcteur thermique est appliqué, mais une épaisseur maximum 7-8 cm. Et de ce fait, l'air, la résistance thermique, forcément autour de 1, il n'est pas très, très performante, sauf les dernières générations de correcteurs thermiques. Donc, aérogel. Aérogel, qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, donc cette photo, c'est Rueil-Malmaison, c'est ça? Non, c'est à Boulogne. Non, Boulogne, pardon. Donc, ces nouveaux matériaux, effectivement, sont performants. Les deux points faibles que je peux quand même mettre en avant, c'est que les prix est majeur, parce qu'ils sont relativement récents, c'est une nouveauté. C'est une société suisse aussi. Voilà, les retours d'expérience, on n'a pas des chantiers d'il y a 30 ans. Il n'y a pas de diversité dans le enfin, c'est pas plein de fournisseurs. C'est une seule boîte qui fait ça, aérogel. Il y a plusieurs types de correcteurs thermiques. Donc l'aérogel, c'est le plus performant. Et à ma connaissance aujourd'hui, il y a d'autres panneaux aussi avec de l'air encapsulé, mais ça c'est hors de prix pour une copropriété. Mais celui le plus démocratique aujourd'hui, disons que c'est Fixit, qui fait ce qu'on voit sur cette photo, qui permet d'avoir une faible épaisseur et donc de traiter des bâtiments à fort caractère historique, hein, comme cette façade. Mais ça reste des panneaux, c'est pas du gel. Non, c'est projeté. Ah, c'est projeté. C'est humide, hein, ça sèche, c'est comme un enduit. Et voilà. Donc même la pose, c'est pas facile. Il y a des délais de séchage qu'il faut respecter. Et puis, pas tous les architectes des bâtiments de France acceptent Fixit. Ils acceptent chaud-chambre, mais Fixit, il y a des remarques de l'esthétique, du fait qu'il a rendu lisse. Et donc, c'est pas exactement cohérent avec l'aspect plus rugueux de l'ancien des bâtiments. Le point de vue du thermicien, ça m'intéresse par rapport à tous ces matériaux. En fait, il y a des matériaux plus ou moins chers, ou c'est plus ou moins adapté en fonction de ce qu'il y a en dessous, ou est-ce qu'il y a l'ITE, c'est différent entre Nice et Brest. Enfin, finalement, comment on choisit les matériaux? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mur, il a ses caractéristiques. Il a ses caractéristiques thermiques, c'est-à-dire qu'il y a un temps de déphasage. Le mur pierre de taille, c'est pas comme béton. Le temps de déphasage, la capacité à restituer la chaleur pour les murs en pierre, c'est-à-dire qu'il encaisse la chaleur toute la journée pendant les périodes d'hiver et il restitue la nuit, ce qui fait un certain confort chez l'occupant. Donc chaque mur, il a une caractéristique. C'est-à-dire, dans le choix de l'isolant, il faut bien respecter ces caractéristiques et choisir l'isolant qui va correspondre et qui ne va pas bloquer ses caractéristiques. Parce que le point fort d'un mur, c'est ses caractéristiques, c'est sa capacité à soit restituer, soit respirer, soit... Donc, il faut, voilà, exactement. Donc il faut respecter ses caractéristiques et mettre un isolant qui va être une valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait que lier toujours la VMC à l'isolation, pour la simple raison, c'est que chez nous, il y a de la vapeur d'eau.
Donc la vapeur d'eau, si c'est pas condensé, parce que quand le mur il n'est pas isolé par l'intérieur ou par l'extérieur, il y a une condensation, il y a des points de rosée, il y a de l'humidité. Mais si maintenant cette condensation elle n'a pas été faite parce qu'on a isolé parce que quand on fait de l'isolation par l'extérieur, le mur il n'est pas froid. On a isolé par l'extérieur, le mur il a la température ambiante, donc cette vapeur elle reste dans la maison. Donc là maintenant, on a remédié au problème de la condensation. On n'a plus de condensation dans l'appartement, mais il y a toujours de la vapeur qui circule dans l'air. C'est-à-dire que ça peut rendre malade les occupants. Mais maintenant, on parle de la santé. C'est-à-dire que même les occupants, ils risquent leur santé quand il y a de la condensation. Donc c'est pour ça qu'on associe toujours l'isolation avec la VMC. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut adapter la ventilation. Et une chose qui est très importante que je viens de me rappeler maintenant, c'est quand on fait de l'isolation, il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai une VMC dans les pièces humides, soit dans la cuisine, la salle de bain. Et quand je vérifie, je ne trouve pas les réglettes ou les entrées d'air sur les fenêtres. Donc, finalement, oui, il y a un extracteur d'air, mais il n'y a pas d'entrée d'air. Par où on va récupérer cet air. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on veut faire un chantier ou une rénovation globale, il faut vraiment faire une étude. Il faut cerner toute la problématique et agir efficacement. Enfin, on peut payer de l'argent, avoir des coûts de travaux qui sont assez élevés, mais finalement qui ne sont pas très efficaces parce qu'on n'a pas eu l'avis des professionnels dans le domaine. En tout cas, le choix de l'isolant, c'est pas je vais prendre plus ou moins haut de gamme, je vais prendre celui qui correspond à ma situation et notamment au mur, à la structure. Stanko, on s'approche de la conclusion. On a dit qu'il y avait, Eric, vous avez dit qu'il y avait des subventions. Alors, il y a MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, on a un moment historique pour les copropriétés, dans le sens où il y a une conscience généralisée des besoins de rénovation, donc les besoins économiques mais aussi écologiques. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tout cet effort est fait aussi pour réduire les problèmes de changement climatique, in fine, mais c'est plus facile de parler du portefeuille de tout un chacun. Donc, et là, on est tout de suite directement concerné. Et donc, pour pousser, donc, en ce moment historique, on se retrouve avec donc, une connaissance et aussi tout un arsenal d'aides mises en place par les pouvoirs publics et qui n'ont pas d'équivalent jusqu'à maintenant. Donc, on se retrouve avec MaPrimeRénov', dont beaucoup de personnes ont entendu parler, notamment pour des aspects moins glorieux, mais qui sont surtout liés à la MaPrimeRénov' individuelle, pour les gens qui ont des pavillons ou autres. Mais là, je parle bien de MaPrimeRénov' copropriété. Il y a les certificats d'économie d'énergie, donc des C2E, c'est-à-dire, et là, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent de pollueurs, c'est le principe pollueur-payeur, où ils mettent de l'argent pour racheter en fait le fait qu'ils polluent en subventionnant l'isolant. Donc plus on met d'isolant, plus on aura une subvention. C'est pas très important, mais on va pas dire non. On a des dispositifs tels que les prêts à taux zéro, qui sont aujourd'hui quelque chose de formidable parce que les subventions on les touche après, donc il faut bien avancer l'argent. Et puis aussi on a la TVA à taux réduit. Alors super réduit, c'est-à-dire la TVA c'est 20%, la TVA à taux réduit c'est 10%, c'est les travaux de rénovation, mais dans le cadre de rénovation énergétique, elle passe de 10%, elle passe à 5,5%. Donc ça c'est aussi une forme d'aide, puisque c'est du manque à gagner pour les caisses de l'État. Et donc on se trouve ça à ce moment où tout se rejoint, mais on a quand même le fait que MaPrimeRénov' est une subvention relativement difficile à débloquer parce que pour être éligible, il faut atteindre 35% de gain énergétique. Et 35% de gain énergétique, c'est énorme. Ça paraît énorme. C'est énorme. C'est pas atteignable par tous les bâtiments. Donc c'est une question de physique du bâtiment. Est-ce qu'on peut isoler ou pas? Donc on a parlé plusieurs contraintes avant. 35%, vraiment, ça vous oblige à faire plusieurs actes et pas simplement
d'isoler des murs avec de l'ITE, mais La chaufferie, l'ITE, peut-être, ça va avec la ventilation, donc ça, on a compris, mais intervenir sur la chaufferie, intervenir sur cette 5e façade qui est la toiture, qui est aussi une face de en déperdition contact potentiellement. avec l'air, et peut-être que Sam pourra dire un mot là-dessus. Et voilà, donc c'est l'importance aujourd'hui, c'est que ces grosses sommes d'argent qui viennent principalement de l'État, distribuées par l'ANA, doivent aller vers des chantiers vertueux. Et une des questions qu'on se pose, est-ce que pour gagner une classe seulement dans le classement DPE, donc diagnostic de performance énergétique, est-ce qu'on est prêt à faire 1,5 million de travaux pour gagner quelques économies de 500 € sur le chauffage par an? Je ne sais pas. A priori, non. Enfin, ça semble évident que non. Vous pourriez faire des gros travaux et avoir en fin de compte très peu de gains énergétiques. Mais ça se calcule, ou Sam? Exactement. Logiquement, donc... on a parlé de 2 choses, il y a des audits ou une étude, c'est une étude de thermique, retour. exactement. Donc Voilà, ce qu'on mais fait, c'est que on décide en fonction de ça. c'est ça. Donc quand on fait l'étude, on va selon la méthode de calcul qui est réglementée, combien les bâtiments ils consomment par an de chauffage. Et après un scénario bien précis, c'est-à-dire, quand on dit un scénario, c'est-à-dire beaucoup de travaux. Isolation, VMC, amélioration de système de chauffage, s'il le faut. Et par exemple, isolation des sous-rampants par sarking ou par l'intérieur. Quand on dit par sarking, parce que souvent maintenant, il y a des... On a une image de sarking. Oui. Donc, Comment on l'identifie, cette image? Sarking. D'accord, il s'appelle sarking. Donc, Bon, ok. souvent maintenant dans les immeubles où on peut plus faire de surélévation, donc ce qu'on fait c'est qu'on occupe les combles, et quand on occupe les combles, les gens c'est pas très intéressant pour eux de réduire la hauteur du plafond. On ne veut pas réduire la hauteur du plafond. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on envisage, c'est de faire une isolation extérieure. Quand on dit ITE, c'est isolation thermique par l'extérieur. Donc, souvent, nous, quand on dit ITE, c'est les murs. Mais non, même pour les combles, on peut faire de l'ITE. C'est une isolation par l'extérieur. Donc, ce qu'on privilégie dans ce cas, où on occupe les combles, donc une ITE par sarking, c'est-à-dire qu'on enlève soit les tuiles, soit les ardoises de la toiture, on met de l'isolant, et on remet la toiture. Et ça c'est un grand chantier. On va le faire. C'est plus de l'isolation, c'est de la transformation. Enfin, Et bon, on peut on parler. ne se contente pas de poser quelque chose. Enfin, c'est complexe, on l'a compris. Oui. Mais là, c'est une transformation. Oui, on peut dire une transformation parce qu'on transforme la toiture. Elle garde plus son aspect initial parce qu'il y a une surélévation justement de quelques centimètres parce que souvent l'isolant c'est entre 10, 15, 20 centimètres selon le type d'isolant. Donc, et justement, pour revenir à votre question, quand on fait l'étude, on a une consommation initiale, on fait un scénario de travaux. Le scénario de travaux, il contient beaucoup de travaux. On arrive à dire qu'on va consommer tant après travaux. C'est-à-dire que, par exemple, au début, à l'état initial, on va consommer 20 000 €. Après travaux, on va consommer 8 000 €. Allez, on est ambitieux. Donc, 8 000 €, ça fait 12 000 € de gain. Donc, les 12 000 €, on va diviser le coût de travaux qu'on a fait sur les 12 000 € en tenant en considération, bien sûr, l'augmentation de prix de l'énergie en prenant en compte tout ça. Donc à la fin, on arrive à avoir ce temps de retour sur investissement. Et c'est comme ça, comment on dit, est-ce que ces travaux, ça vaut le coup de faire ces travaux ou c'est pas intéressant? Ça doit être rentable. Stanko, il nous reste 20 secondes pour conclure, mais c'est vraiment 20 secondes. Alors, quelques conclusions. Donc, l'ITE n'est pas... c'est l'acte le plus efficace déjà. C'est vraiment l'acte le plus efficace. Mais ce n'est pas adapté à tous les bâtiments. Et que dans tous les cas de figure, il faut se faire accompagner et ne pas se tromper dans le casting. Donc, il y a sur le marché toutes sortes de professionnels. Nous, on est là pour aider à orienter les copropriétés adhérentes à l'ARC vers telle ou telle entreprise. Mais en tout cas, le casting, c'est primordial. Il faut investir en amont sur la matière grise.
Merci beaucoup à vous quatre. Merci beaucoup à vous de votre attention. Vous l'avez compris, à l'ARC, vous avez toutes les bonnes personnes ou dans les partenaires de l'ARC pour comprendre l'ITE et tous ces enjeux. Et on se retrouve juste après pour une émission enregistrée sur l'Observatoire des charges, qui est un autre outil pour bien maîtriser vos coûts et votre copropriété. Merci encore à vous tous. À suivre. Merci.